Le quart d'heure consacré à la NBA dans notre podcast Sideline Basketball avec Duke Tchamba et Benoît Peters. On va faire un petit tour de table comme à chaque fois en ce qui concerne la NBA, les tops et les flops. Mais je vais d'abord vous parler d'un événement historique en NBA. La Ligue va racheter une franchise. Et pas n'importe laquelle, les Hornets de New Orleans. C'est quand même du jamais vu en NBA. C'est du jamais vu, mais de l'autre côté, je crois que ça prouve aussi un petit peu le professionnalisme de la Grande Ligue. Je veux dire, ils sont réellement conscients de ce manque, je veux dire, tant qu'il n'y a pas réellement un own, comme ils disent dans leur jargon. Un propriétaire. J'ai regardé Van Damme toute la soirée hier, oui, donc là je suis dedans. Okay. Et donc tant qu'il n'y a pas un propriétaire dans je veux dire pour les New Orleans, c'est clair qu'alors cette franchise, elle ballotte un petit peu. Et donc je crois que c'est vraiment un acte de professionnalisme, de pouvoir la garder en vie, injecter l'argent qu'il y a dedans en attendant. C'est de trouver réellement donc, l'acheteur le plus intéressant, sans voiler, sans pour autant, je veux dire, tuer la Ligue. Parce que bon, il y a 30 équipes, à 29, ça les blesse. Et c'est clair que je crois que c'est à long terme, pour revenir sur le quart d'heure qu'on vient de finir, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir ce genre de concept-là chez nous, en Belgique. Mais ça prouve réellement que la NBA, c'est une ligue qui a du poids. Est-ce que dans un autre sens, il n'y a pas un petit côté inquiétant aussi, le fait qu'on ne trouve pas de racheteurs comme ça on rappelle qu'il devait y en avoir un, finalement. D'abord, c'est l'actionnaire majoritaire qui décide de retirer ses billes, tout simplement. Il y avait quelqu'un qui était prêt à reprendre les parts. Finalement, lui aussi a renoncé. Et de fait, pour ne pas que la franchise parte comme ça ou risque de disparaître, la NBA... Mais c'est toujours le problème à la Nouvelle-Orléans, qui avait une franchise auparavant. On se souvient, au tout début, le Jazz était à la Nouvelle-Orléans avant de partir à Utah. Il y a un manque de public. Oui, il y a un manque de public, mais il ne faut pas non plus oublier, je crois que si on regarde un petit peu sur la carte géographique un petit peu des States, c'est que, la Nouvelle-Orléans, c'est surtout depuis Katrina, c'est une région très, très, très difficile. Je veux dire, c'est assez dur pour un business de pouvoir réellement grandir là-bas. Je crois que la situation ne se poserait jamais avec New York, voire même avec les New Jersey Nets. Quand on y pense, on a quand même on a M. Prokhorov qui est venu, qui a jeté tout son argent sur les Nets. Pourquoi ? Parce que c'est le marché new-yorkais. Tandis que la Nouvelle-Orléans, il y a les reconstructions qui ont été faites, mais il ne faut pas oublier qu'un petit peu plus bas, dans le Golfe, c'est là qu'il y a eu ces histoires justement avec le pétrole et tout. Donc c'est une région qui économiquement est en train un petit peu de ramer pour Machememo. Et donc c'est clair que je crois que c'est réellement bien l'impact de la Ligue, au lieu de laisser justement cette équipe qui part à l'abandon. Et alors on se retrouve avec 29 équipes, ça fausse tout. Ouais, et puis c'est du côté de Seattle maintenant qu'on commence à avoir l'espoir de pouvoir récupérer une franchise. Parce que la grande question, d'où va provenir le racheteur potentiel ? Évidemment, les fans des Hornets, désormais, puisque la franchise qui était avant à Charlotte, il faut le rappeler, qui avait déménagé déjà à la Nouvelle-Orléans, le public veut garder évidemment une équipe de basket, mais comme tu disais, Duke, le marché est peut-être trop restreint, alors que Seattle est toujours nostalgique des Sonics qui sont, eux, partis du côté d'Oklahoma City. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup depuis la création de la Ligue. Il y a énormément de franchises qui ont déménagé. Oui, mais je crois que souvent aussi, c'est vrai que ça blesse le marché qui se retrouve orphelin d'une équipe. Mais de l'autre côté, maintenant, ça apporte aussi une plus-value, par exemple, sur les autres marchés. Maintenant, pour revenir justement aux Hornets, ils viennent quand même d'avoir un superbe début de saison. Donc ça, je crois que l'un dans l'autre va peut-être apporter une plus-value. Oui, et puis ils ont Chris Paul. La NBA agit comme ça aussi parce qu'il y a un joueur qui emmène avec lui toute une série de revenus pour la Grande Ligue. Le merchandising, c'est une des images de la NBA, CP3. Et puis il y a DJ Mbenga. S'il vous plaît. Non, mais attention, parce que l'air de rien, il ne faut pas rire. Parce que Didier, dans la Grande Ligue, je veux dire, c'est quand même, il est quand même respecté à ce niveau-là. Je veux dire, c'est quand même un gars class act. Bon, même si on n'est pas non plus, on va pas faire comme nos voisins là-bas de l'Hexagone en train de dire que oui, tous nos joueurs sont les meilleurs. Bon,
Mais c'est clair que Didier est réellement bien vu dans la Grande Ligue. Donc, ça, il faut voir. Mais je crois que, bon, pour Seattle, ce serait peut-être intéressant. Maintenant, il faut voir. Il y a d'autres marchés. C'est vrai qu'il y avait aussi Las Vegas pendant un moment qui voulait espérer, même si, bon, les gens ont réalisé rapidement que ça allait peut-être pas être économiquement le plus important. Mais je crois que surtout, l'approche qu'il faut garder là-dessus, c'est que ça n'a rien à voir avec le basket. C'est purement économique. C'est purement making money. Et donc voilà, à partir du moment où ça, les fans mettent ça en tête, donc ça nous permet de garder une certaine distance. En tout cas, les Hornets ressentent un petit peu le coup, parce que c'est vrai, après un excellent début de saison, il y a eu une série de défaites sur les derniers matchs. Faudra voir s'ils vont tenir le coup. Partons des Hornets justement pour voir un petit peu d'abord à l'ouest ce qui reste comme top et comme flop selon vous. Moi, si je dois commencer avec un top, je resterai sur les San Antonio Spurs qui finalement, on voit qu'ils s'installent en tête de la ligue et qui sont en train d'accrocher victoire après victoire. Donc, ils confirment semaine après semaine qu'il ne faut vraiment pas les sous-estimer, que ce sera apparemment pas de l'éphémère. Si leur Big Three peut rester sans blessure, ils seront dangereux jusqu'au bout. Maintenant, moi, je voulais mettre un peu l'évidence sur mon flop qui est un peu lié à un top aussi, parce que je voulais mettre en évidence un Blake Griffin qui vraiment fait sensation là, depuis 1 ou 2 semaines où il apparaît dans les top 10 tous les 2 jours, mais vraiment de manière très impressionnante. Malheureusement, il est dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup. Mais je voulais quand même citer son nom parce que ce qu'il fait, c'est quand même il assume le rôle et le statut qu'on lui a donné en arrivant, quoi. Il était annoncé, et aux États-Unis, là où le public le connaît déjà, a dû patienter 1 an avant de le voir jouer, mais c'est l'émerveillement, parce que c'est vrai que athlétiquement, physiquement, c'est impressionnant, et c'est dommage, comme tu le dis Benoît, que les Clippers ne peuvent pas profiter de cette présence-là, notamment pour essayer d'obtenir quelques victoires. Cela dit, dernier à l'Ouest, ils avaient battu les premiers, les Spurs, là, récemment, mais ça reste quelques coups d'éclat, et c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir thésauriser là-dessus. Griffin est entouré, enfin, je veux dire, il y a quand même des Baron Davis, il y a un Gordon qui a fait la campagne américaine, il y a des joueurs... J'ai l'impression que c'est un peu instable, que tu dis, voilà, ils ont battu les Spurs, donc ils sont capables des coups d'éclat comme ça, mais ils n'arrivent pas à trouver la constance dans leur jeu. Le problème aussi avec les Clippers, c'est vrai que comparé aux années précédentes, ils ont réellement du poids lourd, je veux dire, au niveau des différents joueurs qu'ils ont. Mais on a l'impression qu'ils sont juste satisfaits. Ils sont satisfaits d'être là. Ils jouent sur l'un des plus beaux marchés aux États-Unis, Los Angeles, avec moins de pression. Je veux dire, ils se font moins taillader, puisque de toute manière, il y a quand même les Lakers qui, eux, jouent au-dessus. Ouais. Donc les médias aussi sont déjà un petit peu plus cléments avec eux. Voilà, je pense que si par exemple les Clippers étaient la seule équipe à Los Angeles, ils seraient obligés de faire des résultats. Donc je pense un petit peu, je crois que c'est en toute comparaison gardée, c'était un petit peu comme ce qu'il y avait ici avec le RWDM et Anderlecht. Ton top à l'Ouest, Duke, ce serait mon top à l'Ouest, c'est facile à dire. Je veux dire, on est obligé de parler de San Antonio. Oui, donc je dirais réellement San Antonio. Et je dois revenir comme avec les Thunder, parce qu'ils avaient très 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 bien joué pendant l'absence de Kevin Durant qui était blessé au genou. Boum, il revient et il a réellement récupéré son rythme. Je crois que c'est son dernier match où c'était un shootout justement face aux Golden State Warriors, où il nous met encore un 28 points, mais avec une telle aisance. Donc moi, ce serait mon top à ce niveau-là. Mon flop, et je sais que certaines personnes vont faire « Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est trahison !» Mais mon flop, je dois quand même le donner aux Lakers. Parce que si on regarde sur la dernière semaine, ils ont quand même enchaîné 4 défaites. 4 défaites d'affilée. Et pour tous les fans de stats comme toi, je sais que tu adores ce genre de stats, aucune équipe de Phil Jackson qui a gagné un titre NBA, les 11 équipes championnes, voilà, a subi ce genre de stretch avec 4 défaites d'affilée. Donc ça va être intéressant de voir réellement maintenant, parce qu'on sait qu'au niveau des équipes de Phil Jackson, les stats sont très importantes. Comme par exemple une série de playoffs, s'ils gagnent le premier match, ils ne le perdent pas. Ils ne perdent pas la série. Donc on va voir comment ils vont pouvoir gérer ça, même si c'est encore très très tôt dans la saison. C'était plus arrivé depuis avril 2007, c'est vrai, mais voilà, tout le monde a besoin d'un petit coup de fouet de temps en temps. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, et ce sera juste le top pour moi à l'Ouest, c'est finalement l'équipe américaine.
Parce que quand on voit, bon, il y avait Kevin Durant, on en a suffisamment parlé, mais quand on voit un Russell Westbrook qui était avec l'équipe américaine, on prend un Tyson Chandler parce qu'il y a cette équipe de Dallas là, qui a enchaîné, qui était à 9 victoires ce lundi. C'est quand même impressionnant et Tyson Chandler joue un rôle là-dedans. On a un Kevin Love, bon, qui est lui aussi dans une équipe qui ne gagne pas, mais qui fait des chiffres pas possibles. Il y en a d'autres, mais on a le sentiment, on avait parlé de Lamar Odom avec les Lakers, l'état de forme, etc. Maintenant, s'il paye un petit peu la fatigue. Mais je trouve que c'était le grand succès de l'équipe américaine. C'est que finalement, collectivement, ils ont repris possession de la couronne mondiale. Et individuellement, tous les joueurs qui ont participé à la campagne sont plus solides que jamais. Ouais. On sent qu'ils ont vraiment grandi de cette expérience-là. Et ça, je trouve que c'est quand même un travail remarquable et qui se vérifie depuis le début de la saison dans ces individualités qui ont été au championnat du monde avec le team USA. Tout à fait. Ouais. On passe à l'Est. À l'Est. Boum. Allez, un coast to coast. Ouais, Vas-y Ben, encore à toi. Duke l'a un peu évoqué la semaine passée, mais je pense qu'on ne peut pas le rater. C'est les 7 victoires d'affilée en déplacement des New York Knicks. New York. Ça c'est vraiment un événement, franchement. Et on le voit là, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi longtemps dans une place virtuelle pour les playoffs. Non, mais moi ça me fait plaisir parce qu'une ville comme New York a besoin de son basket. Le Madison a besoin de vibrer avec des équipes qui peuvent amener des résultats sportifs. Donc voilà, là pour l'instant, on peut tirer un peu un coup de chapeau à Stoudemire qui arrive quand même à amener cette équipe à un niveau supérieur. Ils sont 3 à l'Est, 3 équipes à l'Est qui ont un meilleur bilan en déplacement qu'à domicile. Il y a bien sûr New York, mais il y a aussi Indiana et Atlanta, qui est nettement plus fort. Comme quoi moi, au niveau de mon top, je devrais aller... Bon, j'ai 2 tops. Vas-y. J'ai 2 tops pour la conférence Est. Le top, je veux dire, traditionnel. On va essayer de rester un petit peu dans le cadre de l'émission. Ça sent du verre, là. Il va y avoir voilà. Donc, je suis obligé d'aller avec Boston et Orlando. Voilà, les classiques. Oui, pourquoi? Parce qu'ils jouent le top. Ils jouent très bien. Surtout Dwight Howard. Il cartonne. C'est bien. Boston aussi. Ils ont un très bon flow. Mais, parce que c'était toujours facile de les critiquer, mais il fallait quand même revenir. Go. We still witness, parce que notre ami LeBron James est venu remettre les choses au clair. Tout ce foin, tout ce tralala. Ah ben voilà. Maintenant, Cleveland, saison finie. Voilà. Pour eux, c'était leur finale NBA. Ils ont gâté. Mais j'ai surtout adoré la manière de laquelle, je veux dire, LeBron James est revenu et il a réellement galvanisé ses troupes. Et je crois qu'il faut espérer maintenant que Miami puisse essayer de construire sur ça. Moi, à l'Est, ce qui me surprend, ce sont les résultats des Raptors et le comportement de Bargnani. Je ne pensais jamais qu'il allait être capable de porter cette équipe. Et quand on voit les Raptors, c'est pas dit qu'ils vont jouer les playoffs, bien sûr, mais c'est pas la catastrophe annoncée. Et Bargnani sort quand même quelques matchs avec de sérieux chiffres. Et ça, je trouve que c'est une bonne surprise. Et tant mieux qu'il y ait un petit peu de compétition à l'Est, parce qu'on pouvait craindre que ça allait en manquer. On avait déjà dans un podcast précédent parlé d'équipes comme Indiana. On a parlé cette fois-ci de New York. C'est bien qu'il y ait ces équipes qui... Et je pense que les Sixers, même s'ils ont fait un départ catastrophique, pourraient, avec un petit brin de réussite en plus, parce qu'il y a plusieurs matchs qu'ils ont perdus sur le fil, venir se mêler, pourquoi pas, à la course aux playoffs. J'aime beaucoup le distributeur Jrue Holiday. C'est un petit gars qui dynamise. Il n'est pas vraiment médiatisé comme les autres distributeurs, mais c'est un point guard aussi un peu comme ça, en mode triple-double. Et voilà, c'est bien que ça pousse un peu par le bas dans cette conférence S, ça manquait un peu. Eh bien, messieurs, on va en rester là. Le quart d'heure américain passe très très vite quand on est bien accompagné. C'est toujours comme ça. Allez, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. C'était le podcast Sideline Basketball avec Renaud de Trix au micro. Et bien sûr, Duke Chomba, Benoît Peters. À très bientôt. Ciao. Ciao.